Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 16. La jolie fillette aux cheveux bleu nuit envoie chercher la marionnette, la met au lit et appelle 3 médecins pour savoir si elle est morte ou vivante. Alors que le pauvre Pinocchio, pendu à une branche du grand chêne par les brigands, semblait plus mort que vif, la jolie fillette aux cheveux bleu nuit se mit de nouveau à sa fenêtre. En voyant ce malheureux suspendu par le cou, que le vent du nord faisait danser au bout de sa corde, elle fut prise de pitié et frappa dans ses mains 3 fois. On entendit alors un grand bruissement d'ailes battant l'air avec fougue, et un faucon de belle taille vint se poser sur le rebord de la fenêtre. « Quels sont les ordres de ma gracieuse fée ?» demanda le faucon, en inclinant respectueusement son bec. Il faut savoir que la fillette aux cheveux bleus était en fait une bonne fée, vivant dans ce bois depuis plus de 1000 ans. « Tu vois cette marionnette pendue à une branche du grand chêne ?» dit la fée. « Je la vois. » Alors vole immédiatement jusqu'à elle. Serre-toi de ton solide bec pour défaire le nœud qui la retient en l'air et couche-la délicatement sur l'herbe, au pied du chêne. Le faucon s'envola. 2 minutes plus tard, il était de retour. Vos ordres ont été exécutés. Et comment l'as-tu trouvée ? Est-elle morte ou vivante ? À première vue, la marionnette paraissait sans vie, mais elle ne devait pas être tout à fait morte car, alors que je brisais le nœud coulant, lui en serrant le cou, je l'ai entendu pousser un soupir et murmurer « Maintenant je me sens mieux ». La fée frappa dans ses mains 2 fois, et cette fois apparut un magnifique caniche, qui marchait droit sur ses 2 pattes de derrière, comme s'il était un humain. Le caniche était habillé comme un cocher, ayant revêtu sa livrée de gala. Il portait une coiffe à 3 pointes, bordée d'or, une perruque blanche dont les boucles lui tombaient sur les épaules, une veste couleur chocolat avec des boutons qui brillaient et 2 grandes poches pour y mettre les os que lui donnait sa patronne, un pantalon court en velours rouge vif, des bas de soie, des souliers découpés et, dans le dos, une sorte de fourreau en satin bleu pour y abriter sa queue quand le temps tournait à la pluie. « Allez Médor, du courage !» lui dit la fée. « Fais atteler tout de suite le plus beau carrosse de mon écurie et dirige-toi vers le bois. Arrivé sous le grand chêne, tu trouveras une marionnette à moitié morte étendue sur l'herbe. Prends-la délicatement, pose-la en faisant très attention sur les coussins du carrosse et amène-la-moi, tu as compris ?» Le caniche, pour montrer qu'il avait bien compris, remua le fourreau de satin bleu qu'il avait dans le dos et détala comme un cheval barbe. Peu de temps après, on vit sortir de l'écurie un joli petit carrosse bleu ciel, entièrement capitonné de plumes de canari et, à l'intérieur, matelassé avec de la crème fouettée et des biscuits à la cuillère. Le carrosse était tiré par un attelage de 200 petites souris blanches. Assis sur le siège du cocher, le caniche faisait claquer son fouet, tel un postillon, ayant peur d'être en retard. Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que le carrosse revenait. La fée, qui attendait à la porte de la maison, prit par le cou la pauvre marionnette, la porta jusque dans une petite chambre au mur de nacre, puis fit appeler les plus fameux médecins du voisinage. Les médecins arrivèrent l'un après l'autre. Il y avait un corbeau, une chouette et un grillon qui parle. Les ayant réunis autour du lit où gisait Pinocchio, la fée leur demanda « Je souhaiterais que vous me disiez, messieurs, si cette malheureuse marionnette est morte ou vivante. » Le corbeau fut le premier à s'avancer. Il prit le pouls de Pinocchio, lui tâta le nez, le petit orteil, et après avoir soigneusement accompli son examen, déclara solennellement « À mon avis, cette marionnette est bel et bien morte. Pourtant, si par hasard elle n'était pas morte, alors on pourrait dire sans hésitation possible qu'elle est toujours vivante. »« Je regrette, répliqua la chouette, de devoir contredire mon illustre ami et collègue le corbeau. Mais, selon moi, bien au contraire, la marionnette est vivante. Évidemment, si par mes aventures elle n'était pas vivante, ce serait alors le signe indiscutable qu'elle est morte. »« Et vous, vous ne dites rien ?» demanda la fée au grillon qui parle. « Moi je dis que la meilleure chose que puisse faire un médecin qui ne sait pas de quoi il parle,
serait qu'il se taise. Du reste, cette marionnette ne m'est pas inconnue. Je la connais même depuis longtemps. » Pinocchio, qui jusque-là était resté aussi inerte qu'un bout de bois, eut une sorte de frémissement convulsif qui ébranla le lit. « Cette marionnette, continua le grillon qui parle, est un fief et coquin. » Pinocchio ouvrit les yeux, mais les referma aussitôt. « C'est un polisson, un paresseux et un vagabond. » Pinocchio enfouit sa tête sous les draps. « De plus, c'est un enfant désobéissant, qui fera mourir de chagrin son pauvre père. » On entendit alors quelqu'un sangloter. Imaginez la surprise de l'assistance quand, soulevant les draps, on comprit que c'était Pinocchio qui pleurait. « Quand un mort pleure, cela signifie qu'il va guérir, » déclara alors le corbeau avec solennité. « Je déplore de devoir contredire encore mon illustre ami et collègue, » intervint la chouette. « Mais pour moi, quand un mort pleure, cela veut dire qu'il lui déplaît d'être mort. » Les aventures de Pinocchio, par Carlo Collodi, chapitre 17. Pinocchio accepte le sucre, mais refuse le purgatif. Mais quand les croque-morts viennent le chercher, il prend le médicament. Puis il ment, et son nez s'allonge. Les médecins partis, la fée se pencha sur Pinocchio. Lui touchant le front, elle se rendit compte qu'il avait une énorme fièvre. Elle fit alors dissoudre une poudre blanche dans la moitié d'un verre d'eau et le tendit à la marionnette en lui disant avec tendresse : « Bois cela et tu seras guéri en peu de temps. » Pinocchio regarda le verre, fit la moue et demanda d'une voix pleurnicharde : « C'est sucré ou amer ? » ?»« Amer, mais cela te fera du bien. »« Si c'est amer, je n'en veux pas. »« Fais-moi confiance et bois. Je n'aime pas ce qui est amer. »« Bois, et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour te refaire la bouche. »« Et où est-il, ce morceau de sucre ? » ?»« Le voici, » lui répondit la fée, en plongeant sa main dans un sucrier en or. « Je veux d'abord le sucre, après je boirai cette chose amère. »« Tu me le promets ? » ?»« Oui. » La fée lui donna le morceau de sucre. Pinocchio le croqua et l'avala en un clin d'œil, puis déclara en se léchant les lèvres : « Ah, si le sucre pouvait être un médicament, je me soignerais tous les jours. Maintenant, tiens ta promesse et bois un peu de cette eau qui va te remettre d'aplomb. » Pinocchio s'empara du verre à contre-cœur, y fourra son nez, l'approcha de sa bouche, le renifla de nouveau et finalement annonça : « C'est trop amer, je ne pourrai pas boire ça. »« Comment peux-tu le savoir, puisque tu n'y as même pas goûté ? » ?»« Je l'imagine, je l'ai senti à l'odeur. Je veux encore du sucre, après je boirai. » Avec la patience infinie d'une vraie maman, la fée lui mit dans la bouche un autre morceau de sucre, puis lui présenta une nouvelle fois le verre. « Je ne peux pas boire dans ces conditions, » fit la marionnette en grimaçant de plus belle. « Et pourquoi ? » ?»« Parce que cet oreiller, là, sur mes pieds me gêne. » La fée ôta l'oreiller. « C'était pas la peine. Même comme cela, je ne peux pas boire. »« Et il y a autre chose qui te gêne ? » ?»« Oui, la porte qui est entr'ouverte. » La fée alla fermer la porte. « Finalement, » cria Pinocchio, qui éclata en sanglots, « ce truc amer, je n'en veux pas. Non, non et non. »« Tu le regretteras, mon garçon. Ça m'est égal. C'est que tu es sérieusement malade. Ça m'est égal. En peu de temps, la fièvre peut te faire passer de vie à trépas. Ça m'est égal. Tu n'as pas peur de la mort ? Pas du tout. Et puis plutôt mourir que boire cette sale mixture. » À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande. 4 lapins entrèrent. Ils étaient noirs comme de l'encre et portaient sur leurs épaules un petit cercueil. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» hurla Pinocchio effrayé en se redressant sur son lit. « On est venu te chercher, » répondit le plus grand des lapins. « Me chercher ? Mais je ne suis pas encore mort. »« Pas encore, mais il ne te reste plus que quelques minutes à vivre, puisque tu refuses de prendre le médicament pour combattre la fièvre. »« Oh, fée, ma bonne fée, » supplia alors la marionnette, « apportez-moi tout de suite ce verre. Dépêchez-vous par pitié, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » Pinocchio prit le verre à 2 mains et le vida d'un trait. « Dommage, dirent les lapins, on a fait le voyage pour rien. » Remettant le cercueil sur leurs épaules, ils sortirent en grommelant. De fait, quelques minutes plus tard, Pinocchio sautait de son lit, bel et bien guéri.
Il faut savoir que les marionnettes en bois ont la chance de tomber rarement malades et qu'elles se rétablissent très vite. Le voyant courir et s'ébattre à travers la pièce, vif et joyeux comme un jeune chiot, la fée lui fit remarquer. « Donc le médicament t'a vraiment fait du bien. Plus que du bien, il m'a fait revivre. » « Alors, pourquoi t'es-tu fait tant prier pour le boire ? Nous les enfants sommes tous pareils. On craint plus les médicaments que la maladie. » « Mais c'est très mal. Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament, pris à temps, peut les guérir. Peut-être même les empêcher de mourir. Oh, une autre fois, je me ferai pas prier. Je me souviendrai de ces lapins noirs portant un cercueil sur leurs épaules. J'attraperai tout de suite le verre et hop ! Bon, maintenant, viens près de moi et raconte-moi comment tu t'es retrouvé entre les mains des brigands. Voilà, le montreur de marionnettes, Mangiafoco, m'avait donné quelques pièces d'or en me disant « Tiens, porte-les à ton papa. » Mais moi, j'ai rencontré en chemin 2 personnes très bien, un renard et un chat, qui m'ont proposé de transformer ces pièces en 1000, même 2000 autres. Ils m'ont dit « Viens avec nous, on t'emmènera au champ des miracles. » Et j'ai répondu « D'accord !» Après, ils ont dit « Arrêtons-nous à l'auberge de l'écrevisse d'or. Nous en repartirons après minuit. » Mais quand je me suis réveillée, ils étaient déjà partis. Alors je me suis mis à marcher dans la nuit, une nuit complètement noire. Et là, je suis tombée sur 2 bandits cachés dans des sacs à charbon. « Montre ton argent !» qu'ils m'ont dit. Moi, j'ai répondu « Je n'en ai pas. » J'avais caché mes pièces d'or dans ma bouche. L'un des brigands a voulu les prendre. Je l'ai mordu très fort et lui ai coupé la main. Mais quand je l'ai recraché, je me suis aperçue que c'était la patte d'un chat. Puis les bandits se sont mis à me courir après, et plus je courais, plus ils couraient. Ils ont fini par me rattraper, et ils m'ont pendu par le cou à un arbre de ce bois en disant « Nous reviendrons demain, quand tu seras mort. Tu auras la bouche ouverte et nous n'aurons plus qu'à prendre les pièces que tu caches sous ta langue. » Ces pièces, questionna la fée, où sont-elles maintenant ? Je les ai perdues. C'était un mensonge. Les pièces, Pinocchio les avait dans sa poche. Et il n'eut pas plus tôt menti que son nez, déjà conséquent, s'allongea immédiatement. Et où les as-tu perdues ? Dans le bois. C'était un deuxième mensonge. Le nez de Pinocchio s'allongea encore plus. Si tu les as perdues dans le bois, on va les chercher et on les retrouvera. Tout ce qui se perd dans ce bois se retrouve toujours. Ah oui, maintenant je me rappelle, répliqua la marionnette qui s'embrouillait. Les 4 pièces d'or, je ne les ai pas perdues. Je n'ai pas fait attention et je les ai avalées avec votre médicament. À ce 3e mensonge, son nez grandit tellement que Pinocchio ne pouvait plus tourner la tête. S'il la tournait d'un côté, le nez rencontrait le lit ou les vitres de la fenêtre. S'il la tournait de l'autre, il se heurtait au mur ou à la porte de la chambre. Et s'il relevait tant soit peu la tête, il risquait de crever un œil à la fée. Celle-ci le regardait en riant. « Pourquoi riez-vous » s'enquit la marionnette, soucieuse et confuse à cause de ce nez qui n'arrêtait pas de croître. « Je ris de tes mensonges. »« Et comment savez-vous que j'ai menti ?»« Mon garçon, les mensonges se repèrent tout de suite. Il y a ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. À l'évidence, tes mensonges, à toi, font partie de la 2e catégorie. » Honteux, ne sachant plus où se cacher, Pinocchio essaya de s'enfuir de la pièce, mais il n'y parvint pas. Son nez était désormais si grand qu'il ne pouvait plus passer par la porte. Les aventures de Pinocchio, par Carlo Collodi. Chapitre 18. Pinocchio retrouve le renard et le chat. Il part avec eux semer ses 4 pièces d'or dans le champ des miracles. Comme on peut le deviner, la fée laissa pleurer et hurler Pinocchio, furieux de ne pas pouvoir sortir à cause de son nez. Elle voulait lui donner une leçon, afin qu'il perde l'habitude de dire des mensonges, le plus gros défaut qu'un enfant puisse avoir. Mais quand elle le vit transfiguré par le désespoir, les yeux lui sortant de la tête, elle eut pitié de lui et frappa dans ses mains. Tout un essaim d'oiseaux appelé pivert entra par la fenêtre, se posant sur le nez disproportionné de la marionnette. Ils entreprirent de le becqueter, tant et si bien qu'en quelques minutes, le nez retrouva sa taille normale. « Vous êtes ma bonne fée et je vous aime beaucoup » s'exclama Pinocchio en séchant ses larmes. « Moi aussi je t'aime » répondit la fée. « Et si tu souhaites rester ici avec moi, tu seras mon petit frère et moi je serai ta gentille petite sœur. »
Je resterai bien volontiers, mais mon pauvre papa. J'ai pensé à tout. Ton papa a été averti. Il sera là avant la nuit. Vraiment, hurla Pinocchio en sautant de joie. Alors, si vous le permettez, ma bonne fée, je voudrais aller à sa rencontre. Il me tarde de pouvoir l'embrasser, lui qui a tant souffert à cause de moi. Va donc, mais fais attention de ne pas te perdre. Prends la route qui traverse le bois. En passant par là, je suis sûre que tu le trouveras. Pinocchio partit, et dès qu'il fut dans la forêt, il se mit à courir comme un chevreuil. Pourtant, arrivé près du grand chêne, il s'arrêta. Il lui avait semblé entendre marcher dans le sous-bois. Il ne s'était pas trompé. Or, savez-vous qui apparut sur le chemin? Le renard et le chat, ses deux compagnons de voyage, avec lesquels il avait dîné à l'auberge de l'Écrevisse Rouge. « Mais c'est notre cher Pinocchio !» s'exclama le renard en le prenant dans ses bras et en l'embrassant. « Que fais-tu donc ici ?»« Que fais-tu donc ici ?» répéta le chat. « C'est une longue histoire, » leur répondit la marionnette, « que je vous raconterai quand j'aurai le temps. Sachez pourtant que l'autre nuit, quand vous m'avez laissé tout seul à l'auberge, je suis tombée sur des brigands. »« Des brigands ? Pauvre ami, et que voulaient-ils ces brigands ?»« Me voler mes pièces d'or. »« Les infâmes !» glapit le renard. « Les infâmes !» répéta le chat. « Je me suis sauvée, mais ils m'ont suivi, et après m'avoir rattrapé, ils m'ont pendu à une branche de ce chêne. » Pinocchio montra le grand chêne. « C'est vraiment terrible, » gémit le renard. « Dans quel monde sommes-nous donc condamnés à vivre? Et quel refuge pouvons-nous trouver, nous, les honnêtes gens ?» Alors qu'il devisait ainsi, Pinocchio remarqua que le chat boitait de sa jambe antérieure droite, car il n'avait plus ni ongles ni coussinet. Il lui demanda « Qu'est-il arrivé à ta patte ?» Le chat voulut répondre, mais il ne savait que dire. Alors le renard intervint. « Mon ami est trop modeste, c'est pourquoi il ne répond pas. Je parlerai pour lui. Apprends donc que nous avons croisé sur le chemin, il y a 1 heure, un vieux loup à demi mort de faim, qui nous demanda l'aumône. Comme nous n'avions même pas une arête de poisson à lui donner, qu'a fait notre ami, qui a vraiment un cœur d'or? Il s'est sectionné une patte de devant et l'a jetée à cette pauvre bête, afin qu'elle cesse de jeûner. » Le renard essuya une larme. Pinocchio, troublé lui aussi, s'approcha du chat et lui dit à l'oreille « Si tous les chats étaient comme toi, les souris auraient de la chance. »« Et à présent, qu'est-ce qui t'amène par ici ?» questionna le renard. « J'attends mon papa, qui doit arriver d'un moment à l'autre. Et tes sequins? Je les ai toujours, ils sont dans ma poche, sauf un qui m'a servi à payer l'aubergiste. Quand on pense qu'au lieu de 4 pièces, tu pourrais en avoir 1000 ou même 2000 dès demain, pourquoi ne suis-tu pas mon conseil? Pourquoi ne vas-tu pas les semer dans le champ des miracles? Aujourd'hui, c'est impossible, j'irai un autre jour. Un autre jour, ce sera trop tard. Pourquoi? Parce que le champ a été acheté par un grand seigneur et qu'à partir de demain, il sera interdit à tout le monde d'y semer de l'argent. On est loin du champ des miracles, s'enquit alors Pinocchio. À peine 2 kilomètres. Veux-tu venir avec nous? Tu y seras dans une demi-heure. En arrivant, tu sèmes tes 4 pièces et en quelques minutes, tu en récolteras 2000. Tu seras de retour ce soir, les poches pleines. Alors tu viens? Pinocchio hésitait parce qu'il pensait à la bonne fée, à Geppetto et aux mises en garde du grillon qui parle. Mais il fit ce que font tous les enfants qui n'ont pas un brin de jugeote, c'est-à-dire qu'il finit par dire au renard et au chat, avec un petit hochement de tête, « D'accord, je viens avec vous. » Et ils partirent tous les 3. Après une bonne demi-journée de marche, ils arrivèrent dans une ville appelée Attrape-Nigo. En entrant dans la ville, Pinocchio découvrit que les rues étaient pleines de chiens pelés, que la faim faisait bâiller, de moutons tondus qui tremblaient de froid, de coqs sans crête qui faisaient l'aumône d'un grain de maïs, de grands papillons cloués au sol parce qu'ils avaient vendu leurs belles ailes colorées, de paons sans queue n'osant plus se montrer, des faisans trottinant comme des petits vieux, pleurant leurs habits d'or et d'argent perdus pour toujours. Parfois, un magnifique carrosse transportant un renard, une pie voleuse ou un gros oiseau de proie passait au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres. « Et le champ des miracles, où est-il donc ?» questionna Pinocchio. « C'est tout près d'ici. » Ils traversèrent la ville, franchirent les remparts, puis ils s'arrêtèrent dans un champ, qui se trouvait à l'écart,
et ressemblait à n'importe quel autre champ. « Nous voici arrivés, dit le renard à la marionnette. Penche-toi et avec les mains, creuse un petit trou dans lequel tu mettras tes pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il fit le trou, y déposa les 4 sequins qui lui restaient et les recouvrit avec un peu de terre. « Maintenant, continua le renard, va à l'étang qui est près d'ici, remplis un seau d'eau et arrose l'endroit où tu as semé. » Pinocchio se rendit à l'étang. Comme il n'avait pas de seau, il enleva une de ses chaussures qu'il remplit d'eau et en arrosa la terre. Puis il demanda « Il y a autre chose à faire ?»« Rien d'autre, assura le renard. On peut partir, mais toi, en revenant dans une vingtaine de minutes, tu trouveras un jeune arbre qui aura déjà poussé et dont les branches seront chargées de pièces d'or. » La pauvre marionnette, folle de joie, remercia 1000 fois le renard et le chat et promit de leur faire un superbe cadeau. « Oh non, pas de cadeau, répliquèrent les 2 malandrins. De t'avoir enseigné la manière de t'enrichir sans te fatiguer nous suffit. Nous sommes heureux comme des rois. » Ils saluèrent Pinocchio, lui souhaitèrent une bonne récolte et s'en allèrent de leur côté.